Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne Astronature 49. Alors, il est temps de préparer vos observations astronomiques en ce mois de décembre 2020. Et au programme de ces éphémérides du ciel, nous allons notamment parler de la pluie d'étoiles filantes des Géminides, mais aussi d'un événement très important à ne pas louper, c'est la conjonction très serrée entre Jupiter et Saturne. Dans un second temps, nous allons commenter l'activité solaire du mois précédent. Et enfin, nous allons détailler la visibilité de chaque planète du système solaire. Alors, nous accueillons bien sûr Mathieu, notre chroniqueur et astronome amateur du 49. Pascal, notre habituel aussi chroniqueur, n'a pas pu se libérer pour ses éphémérides, mais nous pensons tout de même à lui. Alors, pour commencer, nous allons parler de la pluie d'étoiles filantes des Géminides, qui est à son pic d'activité le 13 décembre. Alors, pour en parler un peu, la période d'activité de cette pluie d'étoiles filantes, c'est du 7 au 17 décembre. Nous aurons un taux horaire zénithal moyen de 60 à 75 météores par heure, mais on peut être surpris puisque nous avons l'exemple de 2017 où il y a eu jusqu'à 150 météores par heure. Donc ça peut être une pluie très surprenante et qui est très intéressante en tout cas en ce mois de décembre. C'est une des plus populaires en tout cas de l'année. Oui. Mais il va falloir se couvrir quand même parce qu'on est en plein hiver, donc il commence à faire bien froid. Mais en tout cas le spectacle des Géminides, c'est vraiment quelque chose de spectaculaire. Ça fait partie des deux plus belles étoiles filantes avec les Perséides du mois d'août. C'est ça. Alors, elle se situe dans la constellation des Gémeaux, c'est près de l'étoile Castor. Et elle tire son origine, notamment cette pluie d'étoiles filantes, de l'astéroïde 3200 Phaéton. Et alors, la vitesse des météores sera de 35 km par seconde. Relativement peu rapide, donc on aura le temps de les voir passer. C'est ça. Et en plus, la Lune, elle sera nouvelle. Donc ce sera très intéressant pour pouvoir l'observer. Ce sera une occasion à ne pas louper. Nous avons le 14, Mercure qui s'éclipse derrière la Lune. Alors, comme on l'a dit, la Lune sera nouvelle ce jour même, le 14. Donc, qui dit nouvelle Lune, dit Lune invisible. Alors, Mathieu, comment va-t-on pouvoir observer du coup cet événement? Oui, ça va pas être évident, c'est une observation difficile à réaliser. J'ai même envie de dire que il va falloir être extrêmement sérieux pour faire cette observation si on a vraiment envie de la faire. Déjà parce qu'effectivement, qui dit nouvelle lune, dit lune qui n'est pas visible, puisqu'elle est en phase totalement nouvelle en fait, hein. Et donc en fait ça veut dire que la Lune est tout simplement tout près du Soleil. En réalité, quand on regarde d'ailleurs l'élongation de la Lune par rapport au Soleil, ce jour-là elle sera de 3 degrés. Alors elle n'est pas totalement parfaitement alignée avec le Soleil, parce que bon, l'inclinaison des orbites et des plans orbitaux fait que la Lune ne passe pas systématiquement entre nous et le Soleil, sinon ça donnerait des éclipses régulières, hein, chaque mois quasiment. Donc ce qui signifie que on va avoir 3 degrés, c'est quand même relatif, c'est beaucoup, et en même temps c'est très peu. 3 degrés, c'est environ 6 fois la longueur du diamètre d'une pleine lune, et donc du Soleil aussi, puisque le Soleil en termes de diamètre apparent a le même diamètre en fait, hein. Donc 0,5 degrés pour les deux. Donc 3 degrés, c'est quand même relativement beaucoup, et en même temps, c'est très peu. Quand on regarde le ciel à l'œil nu, c'est très peu, 3 degrés de ciel apparent. Mais également, quand on le regarde aux jumelles. Aux jumelles, 3 degrés de ciel apparent, ça rentre parfaitement dans le champ d'une paire de jumelles. Donc c'est vous dire, la distance entre les deux est si faible que, avec une paire de jumelles, c'est hors de question d'essayer d'observer cet événement-là. Et au télescope, ça va être un peu mieux parce que le champ est plus restreint, mais attention,
malgré tout, parce que là, effectivement, à moins d'avoir une excellente mise en station et un télescope qui soit motorisé de façon à tomber pile sur la Lune, on a de très gros risques de tomber sur le Soleil par accident. Et là, bah, c'est l'œil qui en pâtit, évidemment. Donc, surtout, si vous êtes débutant, n'essayez même pas cette observation-là. Et même si vous êtes un amateur averti, faites extrêmement attention, soyez vigilant, vérifiez bien que vous n'ayez pas pointé le Soleil par accident, que ce soit par l'ombre que va donner le tube par rapport à un mur ou par rapport au sol. Et avant de jeter un coup d'œil à l'oculaire, mettre sa main ou une feuille de papier peut-être devant l'oculaire pour vérifier que vous n'êtes pas sur le Soleil. Mieux encore, pourquoi pas mettre un filtre solaire, jeter un coup d'œil dans l'oculaire, vérifier si le Soleil n'est pas dans le champ, c'est bon. Par contre, si vous voyez ne serait-ce qu'une petite lueur, un petit reflet de soleil qui arrive dans le champ de l'objectif, c'est très mauvais signe. Alors, cela dit, pour ceux qui auraient envie de tenter l'observation, alors à quelle heure précisément va commencer cette observation? Eh bien, pour ce qui est de Paris, de ceux qui seront sur Paris, sachez que l'événement commence à 10h31. Alors c'est le moment où Mercure va en fait commencer son entrée derrière le disque solaire. À 11h50, donc environ 1h20 après le début de l'occultation, c'est bien, ce sera la fin de l'occultation, Mercure va réapparaître, cette fois-ci de l'autre côté du Soleil. Et donc, en général, le moment où l'entrée commence et où elle se termine derrière la phase lunaire, et au moment où la sortie commence et puis finit de l'autre côté de la phase lunaire, il s'écoule environ une petite douzaine de secondes. Alors ça, c'est donc pour Paris, 10h31, début de l'occultation, 11h50, fin de l'occultation, Mercure réapparaît de l'autre côté de la Lune. Si vous êtes à Strasbourg, eh bien ce sera 10h37, puis midi. Brest, 10h24, puis 11h38. Biarritz, 10h26 et 11h40. Et enfin Nice, 10h36 et 11h59. Alors sachez également que le lever solaire s'effectue à 8h39, donc ça veut dire que le soleil, comme on disait tout à l'heure, il est largement visible déjà, on est en pleine journée, hein, autant le dire tout de suite. Dans quelle direction? Eh bien, on pointera son instrument si jamais on le fait. Eh bien, ce sera au-dessus de l'horizon sud-est, puisque vous trouverez ici le Soleil, et donc la Lune pas très loin, avec Mercure qui sera pas visible à l'œil nu, n'y comptez pas, puisqu'on est en pleine journée, évidemment. Ceci dit, la magnitude de Mercure, elle est d'environ -1. Alors avec un instrument, typiquement un petit télescope, c'est possible de l'observer, mais sachez que de toute façon, en plus d'être dangereuse, cette observation sera très difficile à faire, puisque le ciel bleu de la journée va faire que vous allez manquer de contraste, et aussi bien pour la photo que pour l'observation, ça va être extrêmement difficile à réaliser. Voilà. Sachez en même temps que la phase lunaire, on l'a dit tout à l'heure, elle n'est pas parfaitement nouvelle. Hein. La nouvelle lune est précisément donc, le même jour à 17h17. La phase sera de 0,1% au moment de l'occultation de Mercure. Mercure entre par le côté de la Lune qui est dirigé directement vers le Soleil, et donc elle sortira de l'autre côté, du côté opposé à la direction du Soleil. D'accord, donc merci pour toutes ces informations et tous ces horaires. Le 21, c'est le solstice d'hiver, donc c'est à 11h02 en heure locale. Et donc, qui dit solstice d'hiver dit nuit longue, et le nombre d'heures de nuit sera d'environ 16 heures. Le 21 toujours, c'est la conjonction très serrée entre Jupiter et Saturne. Donc, un événement spectaculaire, c'est un événement, on peut dire, l'événement de l'année, en plus de celui qu'on a eu au mois de mars, si je ne me trompe pas, avec le transit de Mercure.
qui était un événement très intéressant aussi. Alors, pourquoi on peut dire que cet événement va être spectaculaire déjà? Ben voilà, j'ai envie de dire qu'on a commencé le début, l'année 2020, avec pour objectif d'arriver à la fin de l'année. Forcément, c'est le fil du temps qui cause cela, mais il y a aussi le fait que le grand événement de l'année, ça va être sans doute la conjonction très serrée entre Jupiter et Saturne. Alors, des éphémérides, cette année on en a fait, on en a fait 12 évidemment, mais des événements célestes, on en a parlé de bien plus. Pourquoi cet événement en particulier? Parce que c'est quelque chose de très rare. Jupiter, elle met environ 12 ans, à peine 12 ans, à faire le tour du Soleil. Saturne, elle en met pas loin de 30, à peine 30 ans, à faire le tour du Soleil. Alors nous, on est sur Terre, donc on navigue aussi autour du Soleil. Tous les ans, on revient à une position précise. Nous, c'est différent. Mais de notre position qu'est la Terre, eh bien, le moment où Jupiter et Saturne, eh bien, en tournant sur leur orbite respective, se rapprochent en apparence visuelle, pas dans la réalité, mais en apparence visuelle l'une de l'autre, ça se passe environ tous les 20 ans. Donc là encore, c'est déjà 20 ans, c'est pas tous les jours, 20 ans. C'est ça. Donc c'est d'autant plus intéressant. Mais alors, le fait qui donne de l'importance à cet événement, eh bien c'est sans doute l'écart qui va avoir lieu entre les deux, puisque tu l'as dit, il est de 0,1 degré. 0,1 degré, c'est quoi? C'est 6 minutes d'arc. 6 minutes d'arc, quand on regarde aux instruments, quand on regarde à l'œil nu, c'est rien. C'est tellement proche qu'on arrive à peine à séparer la distance. Quand on regarde dans un instrument comme un télescope, c'est encore tout à fait près. Et donc en fait, quand on va regarder dans un télescope, on va les voir vraiment collés l'une à l'autre, quasiment, presque. Donc c'est pour ça que c'est un événement extrêmement important. D'accord. Alors, comment va-t-on pouvoir réaliser cette observation? Déjà, il faudra savoir que donc, les deux planètes, ayant déjà passé leur opposition depuis le mois de juillet, ça fait 6 mois quasiment, ça veut dire que là, on est en train d'approcher de la conjonction avec le Soleil. Donc les deux planètes sont de moins en moins visibles la nuit, même pratiquement plus, surtout en cette fin de décembre. Et donc, elles se rapprochent inexorablement du Soleil, et de plus en plus, eh bien, on ne les verra plus quand il fait nuit noire, mais par contre au crépuscule. Donc il va falloir réaliser ces observations de plus en plus tôt, après le coucher du Soleil évidemment, pour pouvoir observer ces deux planètes. Alors ce que je vous conseille, c'est de déjà les repérer plusieurs jours à l'avance. Le moment idéal pour commencer les observations, c'est le plus tôt possible. J'ai envie de dire, depuis l'opposition, c'était le moment le plus intéressant pour observer les deux planètes, surtout aux instruments. Mais là, effectivement, en ce mois de décembre, eh bien, cherchez donc bas sur l'horizon sud-ouest, puisque au crépuscule, alors c'est-à-dire donc environ une demi-heure après le coucher du soleil, sachant que le 21 précisément, le coucher du soleil est à 16h55. Et sachez que si vous loupez le 21, c'est pas trop grave, parce que les deux planètes restent encore très proches l'une de l'autre, dans les environs du 21. Alors notamment, j'ai noté le 20 et le 22, donc la veille et le lendemain du rapprochement maximal. L'écart est encore assez faible pour que dans un oculaire à fort grossissement, vous puissiez les voir. Cela dit, évidemment, le rapprochement est déjà intéressant du 12 au 30 décembre, puisque vous aurez les deux planètes qui seront dans le même champ d'un oculaire grossissant 50 fois, pour un champ apparent de 50 degrés. Donc autant dire que déjà vous avez l'occasion de bien les observer, si évidemment la turbulence le permet, parce que là le gros problème, on l'a dit, ça va être bas sur l'horizon. Donc, puis en plus de ça, oui voilà, ça va être bas sur l'horizon et tôt le soir. Donc ça veut dire que vous allez avoir des turbulences atmosphériques probables.
Et ça va forcément gâcher vos images. C'est un petit peu comme si vous regardiez le fond d'une piscine. Il y a de l'eau, il y a une couche d'eau, et cette couche d'eau va perturber le trajet de la lumière vers votre œil. Et donc le fond de la piscine va vous apparaître un peu flou, un peu perturbé, pas net en fait, hein, tout simplement. Et bien pour le ciel, c'est un peu la même chose. Quand on observe le ciel, en fait, il faut savoir qu'on a une couche d'atmosphère à traverser pour l'observer, et plus on va observer bas sur l'horizon, plus on va avoir une importante couche d'atmosphère à traverser. Et Jupiter et Saturne étant très basses, eh bien, les risques de turbulence sont d'autant plus grands quand on a une couche importante d'atmosphère à traverser. Alors, parlons un peu plus de l'observation. Donc moi, ce que je vous conseille, donc démarrer dès le crépuscule, au moment où Jupiter, la plus brillante, se dévoile à l'œil nu. Alors, comme je le disais tout à l'heure, environ une demi-heure après le coucher du soleil. Cela dit, si vous voulez tenter l'observation avec des instruments, que ce soit jumelles ou télescope, n'hésitez pas à le faire dès le coucher du soleil. Donc, prenez de l'avance. De toute façon, notamment si vous voulez faire de l'imagerie avec un télescope, notamment, que vous avez un télescope, une monture qui est motorisée, bon, bah, il faut faire la mise en station, il faut faire l'initialisation, peut-être l'étalonnage aussi, enfin ça va être un peu plus compliqué vu qu'on va être juste après le coucher du soleil, mais vous allez en tous les cas mettre votre télescope en station, l'installer, et ça prend du temps. D'autant plus si chez vous, vous n'avez pas un horizon qui est dégagé, donc ça vous oblige à vous déplacer. Alors, tout dépend des conditions actuelles, puisqu'en ce moment, on ne peut pas trop se déplacer comme on veut. Mais en tout cas, si jamais on pouvait le faire, il va falloir prendre d'autant plus de l'avance, donc anticiper, et peut-être préparer l'observation bien avant le coucher du soleil. Alors, sachez également qu'au moment de cette conjonction, eh bien, vous aurez la Lune, qui sera dans les environs. Elle est visible dans le soir, donc elle présente une phase qui est croissante, et donc elle va évoluer, va passer non loin de Jupiter et Saturne à la mi-décembre, et au 21, eh bien, elle va s'en éloigner un petit peu, mais donc elle va augmenter en phase, et donc en luminosité, mais ça c'est pas gênant. À part pour le ciel profond, dans le planétaire, la Lune ne nous gêne pas. Le 21, justement, elle est quasiment à son premier quartier, donc ça peut justement vous permettre de faire de jolis clichés avec notamment un appareil photo avec un petit objectif grand champ sur un petit trépied photo. Donc une bonne ambiance avec la Lune dans les environs. Sachez également qu'à l'œil nu, Jupiter seront si proches l'une de l'autre que l'on aura l'impression de voir qu'une seule et grosse étoile dans le ciel. Alors, avec une bonne vue, on aura tout de même la possibilité de les séparer toutes les deux, mais ça pourrait être difficile pour certaines personnes qui ont une vue qui n'est pas forcément très bonne. Donc on aura l'impression de voir une grosse étoile lumineuse toute seule. En fait, ça va surtout être Jupiter qui va briller, Saturne va un petit peu se fondre dans le décor. Aux jumelles, eh bien, à part les lunes de Jupiter donc, et la transformation des deux points de lumière en mini-boules, on ne verra aucun détail sur ces planètes-là. En effet, il va falloir un télescope pour pouvoir détailler ce qu'on va voir sur la planète, à condition, comme je le disais tout à l'heure, que la turbulence ne soit pas trop forte. Ce qui risque d'être le cas vu la faible hauteur sur l'horizon. Alors, bon, cette fois-ci, évidemment, on les séparera distinctement, mais elles resteront très proches dans le champ. Au télescope, eh bien là, vous pourrez pousser très fort le grossissement sans les perdre du champ oculaire, et c'est ça qui est fantastique. Sur Jupiter, si le ciel n'est pas trop turbulent, vous apercevrez peut-être même la grande tache rouge au limbe ouest. Alors elle passe au méridien central pour info à 21h26, hein, le 21 décembre. Donc ce sera après de toute façon que les deux planètes seront couchées, puisque à 20h, le spectacle s'arrête, les deux planètes plongent sous l'horizon, même si celui-ci est dégagé. Ouais. Voilà, donc, eh bien, je voulais aussi parler des lunes, hein, parce que vous allez voir les lunes de Jupiter et de Saturne. Même si vous n'arrivez pas trop à distinguer les surfaces planétaires, vous verrez au moins ça au télescope ou aux jumelles. Sachez que Io et Ganymède seront très proches de la planète Jupiter, et toutes les deux un peu collées l'une contre l'autre, enfin tout à fait proches. Et du même côté que Ganymède et Io, eh bien vous aurez Callisto, mais qui sera beaucoup plus au large. Et enfin, de l'autre côté du trio Callisto, Ganymède, Io, vous aurez
Europe qui sera un petit peu toute seule. Et quant à Saturne, eh bien Titan, vous la verrez sans trop de difficulté avec un télescope. Par contre, sachez que Rhea, qui est de l'autre côté de Saturne, eh bien, pourrait être un petit peu difficile, surtout si vous observez alors qu'il ne fait pas encore tout à fait noir. Ouais. Mais donc c'est un événement très intéressant. Donc si j'ai bien compris, hein, si par hasard je rate cet événement à cause de la météo, je peux tout de même le voir un autre jour. Oui, effectivement. Alors sachez une chose, c'est que, on l'a dit tout à l'heure, c'est ce genre de conjonction qu'on appelle la grande conjonction a lieu tous les 20 ans. La dernière a eu lieu donc en 2000. Elle était peu intéressante puisque l'écart était dans les environs de 1 degré. La prochaine conjonction aura lieu le 5 novembre 2040, c'est pareil, elle sera pas beaucoup moins intéressante que celle d'aujourd'hui évidemment, donc ne loupez pas celle du 21 décembre. Avec 1 degré d'écart là encore je crois, donc c'était à 10 fois plus d'écart que le 21 décembre 2020. Ouais. Sinon, eh bien, pour avoir à peu près le même genre d'écart que ce qu'on connaîtra le 21 décembre, eh bien, attendez le 15 mars 2080. D'accord. Ça demande un certain temps. C'est ça, un peu beaucoup. Alors nous allons pouvoir maintenant passer à l'activité du soleil du mois dernier, donc celle du mois de novembre. Donc quelle a été son activité? Alors, une activité très forte. Là, tout le long de l'année 2020 jusqu'au mois d'octobre, le soleil était peu actif, on était dans ce qu'on appelait le minimum solaire, qui a eu lieu d'ailleurs, qui a été dans son pic donc au mois de décembre 2019. Et là, au mois d'octobre, eh bien, les choses ont brutalement changé et on va dire que les passionnés de l'observation du Soleil ont été gâtés en ces mois, en cette fin d'octobre et ce mois de novembre. Alors, tout a commencé le 25 octobre. Une grande tache solaire va se former rapidement. Elle s'appelle AR 2778. Une douzaine de noyaux sombres s'étendent sur 100 000 km de surface solaire. Ça correspond à environ 8 fois la taille de la Terre. Alors elle possède un champ magnétique qu'on appelle bêta-gamma qui est capable de provoquer des éruptions de classe M. Alors elle ne le fera pas et se contentera d'éruptions de classe C ou B. Elle n'a pas encore disparu derrière le lame solaire que déjà 2 autres régions actives se pointent sur l'horizon opposé. L'une d'elles s'accompagnera de l'apparition d'une tache solaire géante le 2 novembre. Son plus gros noyau sombre atteindra à lui seul la taille de Neptune. L'ensemble évoluera de façon complexe et sa taille remarquable la rendra visible sans instrument à l'œil nu, au coucher du soleil ou avec des lunettes à éclipse en journée. Abritant l'énergie pour des explosions de classe M, eh bien AR 2781 restera calme avec des éruptions C tout de même. En se décomposant lentement à mesure de son avancée sur le disque solaire, elle prendra la jolie forme d'un archipel d'îles noires. Le 10 novembre, pendant ce temps, une autre tache apparaît bien moins spectaculaire visuellement, mais instable. À la mi-novembre, alors que l'une et l'autre s'apprêtent à disparaître, eh bien, la sonde stéréo A de la NASA détecte la présence de ce qui se révélera être 2 grandes taches solaires encore sur la face cachée du Soleil. Le 17, la première émerge du limbe avec un unique noyau sombre de la taille de la Terre et peu active au départ. La deuxième se découvre le 22 et elle est plutôt jolie. Imposante de plusieurs fois la Terre, AR 2786 va s'agrandir au fil des jours avec l'arrivée d'une famille entière de petits spots. Finalement, le 29 novembre, une puissante explosion de classe M 4,4 survient. Malgré sa montée en puissance, eh bien AR 2786 n'en est pas à l'origine. La source se cache en fait sur le côté du Soleil qui est invisible depuis la Terre. C'est la plus grande éruption que l'on connaît depuis 3 ans. Alors, on s'arrête évidemment au 30 novembre, mais l'activité du Soleil continue ensuite en décembre, et on a de jolies taches qui continuent encore de croître, de décroître, d'évoluer sur la surface solaire, même si tout indique que l'activité commence à baisser un petit peu pour le mois de décembre. Alors,
Toute cette activité que l'on a vue au mois d'octobre et novembre, eh bien, nous fait apparaître une forte disparité entre les deux hémisphères du Soleil. Sachez en effet que toutes les tâches dont je viens de parler, et les éruptions également, ont eu lieu majoritairement dans l'hémisphère sud du Soleil. L'hémisphère nord, à elle, était plutôt calme. Donc, une disparité qui montre clairement que eh bien, le cycle solaire n'est pas aussi simple que ce qu'on pourrait le penser et pourrait être très complexe. Ouais. En fait, au vu de cette activité du Soleil ces derniers mois, est-ce qu'on peut dire qu'on est en train d'arriver au maximum solaire? Alors non, du tout. Je l'ai mentionné au tout début, c'est-à-dire que le pic du minimum solaire a eu lieu en décembre 2019, il y a un an seulement. Or, un cycle solaire, c'est environ 11 ans. Ça peut être un peu moins de 10 ans, comme ça peut être plus de 12-13 ans. Voilà. Sachant que les cycles solaires sont également à cheval avec ce qu'on appelle des cycles encore plus grands, des cycles qui pourraient être de 22 ans, qu'on a encore du mal à comprendre clairement. Ces cycles-là, eh bien, montrent clairement que l'activité du Soleil s'échelonne sur un temps qui est quand même relativement long. Et il y a un an, on a quitté donc le minimum solaire. Le maximum solaire n'est attendu que dans les années entre 2023 et 2025. Donc ça demande encore un certain temps. Et d'ici là, on va sans doute voir encore évoluer le Soleil avec des tâches peut-être encore plus grandes et une activité qui va se décupler bien évidemment. Merci donc d'avoir parlé de cette activité du Soleil. Et maintenant, nous allons pouvoir vous détailler donc la visibilité des corps principaux du système solaire. À commencer par la Lune, le 8, ce sera le dernier quartier que l'on pourra observer à 1h37. Le 12, à 21h42, la Lune est au périgée. Le 14, comme on l'a dit, c'est la nouvelle Lune à 17h17. Le 22, à minuit 41, c'est le premier quartier de la Lune qui est visible. Le 24 à 17h32, la Lune est à l'apogée. Et enfin, le 30 à 4h29, c'est la pleine Lune. Pour ce qui est de Mercure, alors elle sera difficilement visible peu avant le lever du Soleil au début du mois. Et elle deviendra inobservable à partir de mi-décembre. Vénus sera visible en toute fin de nuit, au début du mois, puis visible à l'aube, en dernière partie du mois de décembre. Mars sera observable une grande partie de la nuit au début du mois, et seulement en première partie de nuit à la fin du mois. La planète naine Cérès sera observable en début de nuit en ce mois de décembre. L'astéroïde Pallas sera observable en tout début de nuit. Junon sera observable à l'aube au début du mois, puis en fin de nuit à la fin du mois. Vesta sera observable en deuxième partie de nuit. Jupiter, la plus grosse planète du système solaire, sera observable en tout début de nuit, au début du mois, puis en tout début de soirée, vraiment à la fin du mois. Saturne sera observable en début de nuit, au début du mois, et en tout début de soirée à la fin du mois. Uranus sera observable pratiquement toute la nuit, au début du mois, puis une grande partie de la nuit à la fin du mois. Neptune sera observable en première partie de nuit, et enfin Pluton sera observable aux instruments en tout début de soirée au début du mois, et inobservable à la fin du mois. Donc nous remercions à tous qui nous suivaient. Nous remercions Mathieu pour son travail. Alors, cela fait 2 ans que nous faisons ces éphémérides chaque mois. Donc nous tenons à remercier tous ceux qui nous suivent fidèlement. Et nous tenons aussi à vous dire, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et ainsi à laisser des commentaires, des likes pour donner ainsi votre avis sur nos vidéos. En tout cas, on vous donne rendez-vous le mois prochain, donc l'année prochaine, au mois de janvier 2021, pour de nouveaux éphémérides. En attendant,
n'hésitez pas à fouiller notre chaîne. Et nous vous souhaitons un bon mois de décembre et un bon ciel à tous et à toutes.